Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, il y a un peu plus de 7 mois, dans une attaque illégale, brutale, meurtrière, la Russie a tenté d'envahir l'Ukraine. Beaucoup alors pensaient que le pays ne tiendrait pas et que la puissance russe l'emporterait rapidement. 7 mois plus tard, les combats durent toujours. L'Ukraine progresse et la Russie se retranche dans le cynisme, la menace et le chantage. Mesdames et Messieurs les députés, cette guerre n'est pas seulement un conflit entre deux pays. C'est tout l'ordre mondial d'après-guerre qui est remis en cause. La Russie a menti à la face du monde, violé les lois internationales et agite aujourd'hui la menace suprême. L'Europe n'est plus une terre de paix et les armes y font à nouveau des morts, des blessés, des déplacés. Certaines nations montrent qu'elles sont prêtes à tout dans leur quête de puissance. Et si nous laissons faire, le nouvel ordre mondial qui s'ouvrira sera celui de la loi du plus fort. Cette guerre, c'est une lutte pour nos valeurs. Vendredi dernier, Vladimir Poutine l'a lui-même reconnu. C'est notre modèle démocratique qu'il attaque. Ce sont les droits de l'homme qu'il remet en cause. Poutine n'accepte pas de voir la démocratie s'imposer peu à peu à ses frontières. Alors, il veut intimider et écraser ceux qui y aspirent. Le message du Kremlin est clair. Gare à ceux qui voudraient s'émanciper de son joug. Gare à tous ceux qui croient en autre chose qu'à l'hégémonie russe. Alors, quand la liberté et la démocratie sont sous les bombes, nous n'avons pas le droit de faiblir, pas le droit de louvoyer. La France et l'Europe doivent être au rendez-vous. Cette guerre, c'est une leçon de solidarité. L'agression violente et délibérée d'un État contre un autre, en violation de toutes les règles internationales et de ses responsabilités particulières de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est seul responsable de cette guerre et de ses conséquences. Mais dans notre réponse face à la Russie, nous devons être solidaires. Solidaires des Ukrainiens qui risquent leur vie pour leur liberté. Solidaires car pour être forts, pour être efficaces, nous devons avancer unis avec l'Europe, avec tous ceux qui partagent nos valeurs. Le président de la République l'a dit. Ce conflit engage notre responsabilité à tous. C'est un membre de la famille européenne qui est agressé, ce sont nos valeurs qui sont attaquées, c'est notre détermination face au nouvel impérialisme russe qui est éprouvée. Ce conflit dure et durera. Ses conséquences sont concrètes et perceptibles dans toute l'Europe et dans notre pays. Aussi, comme je m'y étais engagée, je reviens aujourd'hui devant vous, 7 mois après le premier débat sur la guerre en Ukraine dans cet hémicycle, pour un débat sur le fondement de l'article 50-1 de notre Constitution. Mais avant toute chose, je voulais avoir un mot pour le peuple ukrainien. Les Ukrainiens répondent à l'assaut russe depuis 7 mois. Ils subissent les tirs, les bombes. Il y a des blessés, des morts. Certains ont tout perdu, mais ils n'ont jamais renoncé, jamais baissé la tête. Leur courage est exemplaire. Leur résistance, leur héroïsme même forcent le respect. Avec le président Zelensky, avec le Premier ministre Denis Shmyhal, avec les forces ukrainiennes, le peuple ukrainien combat pour sa liberté. Et je veux avec vous leur rendre hommage et devant vous, Monsieur l'ambassadeur, leur dire notre indéfectible soutien. Mesdames et Messieurs les députés, je souhaite commencer par vous faire un point sur la situation opérationnelle. L'agression russe était illégale sur le plan du droit international
et les méthodes employées par la Russie sur le terrain le sont également. Chaque jour, avec le plus grand cynisme, la Russie repousse les frontières de la barbarie. Elle fait usage des armes sans discernement, en ciblant les civils, en visant des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux, des convois humanitaires. Dans les territoires occupés, on assiste à des transferts forcés de population, y compris des enfants. Leur libération s'accompagne de la découverte de nouvelles atrocités, comme à Boutcha en avril ou à Izium plus récemment. Ces images nous indignent, nous choquent, nous révoltent. Elles témoignent de la réalité des opérations russes et de ce que risque le peuple ukrainien. Ce sont autant de violations des lois de la guerre, autant d'actes qui justifient d'agir, autant de monstruosités dont la Russie devra répondre. On note par ailleurs sur le front la présence de Wagner, société de mercenaires qui prend ses ordres directement du Kremlin, société qui emploie aujourd'hui des criminels russes pour venir combattre sur le front, société dont les méthodes sont bien connues, comme en témoignent ses exactions documentées en République centrafricaine et au Mali. Enfin, les frappes sur la centrale nucléaire de Sud-Ukraine et l'occupation militaire de la centrale de Zaporijia par les Russes font courir des risques inconsidérés à l'Ukraine, à l'Europe et à la Russie elle-même. Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation à Zaporijia. L'arrivée sur place d'une mission de l'AIEA est une première étape. Nous avons désormais des informations en temps réel sur la situation et le risque nucléaire. Cependant, l'information n'exclut pas le danger et nous soutenons la proposition du directeur général de l'AEIA d'arrêt des tirs et de retrait du matériel militaire de la zone. Notre objectif, c'est la démilitarisation. Nous sommes déterminés à ce que les crimes commis par la Russie soient documentés, jugés et punis. C'est une condition essentielle pour le retour d'une paix durable. Nous voulons y prendre part. Nous avons décidé d'une contribution exceptionnelle à la Cour pénale internationale. Nous avons fait don d'un laboratoire ADN mobile à l'Ukraine. Des experts de la gendarmerie nationale ont été dépêchés sur place pour collecter des preuves. Notre ambassade, qui n'a jamais fermé depuis le 24 février, est pleinement mobilisée pour faciliter ce travail essentiel. Au-delà des lignes de front, la Russie agit sur tous les champs. Je pense aux cyberattaques, je pense à la multiplication des fausses informations. Et au moment où nous parlons, la Russie brandit la menace d'utiliser toutes les armes à sa disposition. N'ayons aucun doute, la Russie est susceptible d'aller plus loin dans l'illégalité et dans l'escalade. Mais malgré les méthodes inacceptables de la Russie, l'Ukraine tient bon. L'Ukraine est parvenue à arrêter la Russie dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk. Elle a entamé aussi une contre-offensive qui montre des résultats. On compte plusieurs percées ukrainiennes dans les régions de Kharkiv et de Liman et des avancées plus lentes mais notables au sud de la région de Kherson. Ces résultats militaires montrent que le courage des forces ukrainiennes et la livraison de matériel militaire occidentaux produisent leurs effets sur le terrain. En reprenant l'initiative sur le front, bousculant les Russes et provoquant leur repli, les soldats ukrainiens ont enregistré de véritables succès militaires qui doivent maintenant être consolidés. Il ne fait aucun doute que le dispositif russe est fragilisé. La mascarade des référendums truqués menés dans certaines régions de l'Est de l'Ukraine montre que la Russie se rend compte de sa propre fragilité et cherche à donner un vernis démocratique à son offensive. Le président de la République l'a rappelé, nous ne reconnaîtrons évidemment pas les résultats de ces prétendus référendums, ni l'annexion illégale de Vladimir Poutine. Ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle provocation. L'appel à la mobilisation partielle de Vladimir Poutine est un double aveu de faiblesse. D'une faiblesse militaire inattendue, mais aussi d'une faiblesse interne, alors que cette mobilisation entraîne des contestations et des départs massifs vers l'étranger. Mais ne nous trompons pas, il est bien trop tôt pour espérer la fin des combats.
la mobilisation russe apportera de nouveaux soldats sur le front. La Russie est déterminée et prête à tout. Les combats vont encore durer et l'issue du conflit ne doit pas être militaire, mais bien diplomatique. Mesdames et messieurs les députés, en attendant que les conditions d'une sortie du conflit soient réunies, nous avons un devoir, aider l'Ukraine autant que nous pouvons, sans rentrer en guerre avec la Russie. Dès le début du conflit, en s'adressant aux Français, le président de la République avait prévenu: cette guerre aura des conséquences durables, des conséquences dont nous n'avons pas fini de mesurer l'ampleur. Pourtant, avec nos voisins européens, avec les alliés, nous n'avons pas hésité. Laisser faire la Russie aurait été accepter un ordre mondial brutalisé où tous les moyens sont bons et toutes les exactions possibles. L'histoire nous a appris ce qu'il en coûtait de détourner le regard en croyant se protéger. Ne rien faire aurait montré à la Russie qu'elle pouvait aller plus loin encore et prolonger sa volonté d'impérialisme. Ne rien faire aurait été perçu comme un blanc-seing à toutes les nations qui veulent affirmer leur puissance et nous mettre devant le fait accompli. Ne rien faire aurait planté les germes de nouveaux conflits qui nous auraient menacés plus directement encore. Défendre nos valeurs, ça n'est pas un idéal romantique. C'est prouver que la démocratie n'est pas faible, c'est défendre un modèle qui nous protège, c'est affirmer que nous croyons en un monde de paix et de stabilité. Alors, depuis le début du conflit, avec les alliés et les autres nations européennes, nous avons multiplié les livraisons de matériel militaire à l'Ukraine. Nous l'assumons. Nous devons donner à l'Ukraine les moyens de se défendre face à l'invasion. Dès la fin du mois de février, notre pays a donné des missiles anti-chars, des missiles anti-aériens, des équipements de protection et de l'armement léger aux forces armées ukrainiennes. Dans un second temps, nous avons fourni des systèmes plus lourds et plus complexes, des véhicules légers, des blindés et surtout des systèmes d'artillerie César avec leurs munitions. Nous continuons. Nous avons formé les soldats ukrainiens et des sessions de carburant sont actuellement en cours. Nous continuons à agir en Européens. Nous soutenons le lancement d'une mission d'assistance militaire de l'Union européenne. Sa création a été actée cet été et nous y contribuerons dès qu'elle sera effective. Au-delà de l'Ukraine, nous agissons en alliés fiables et crédibles. Dès les premiers jours du conflit, à la demande du président de la République, nous avons renforcé notre dispositif sur le flanc est de l'OTAN dans le cadre des missions de réassurance de l'Alliance. Régulièrement, nos avions de combat surveillent et protègent l'espace aérien de l'Est de l'Europe. Nous avons pris la tête de la mission de l'OTAN en Roumanie en tant que nation cadre. Et de la Baltique à la mer Noire, nous sommes présents d'un bout à l'autre du flanc Est. La Russie pensait trouver l'OTAN faible et divisée, elle l'a ressoudée. Moscou sait désormais que les alliés sont unis, prêts, et ce qui lui en coûterait si elle prolongeait ses volontés guerrières. Notre soutien militaire n'est qu'un des aspects de notre action. Dès les premiers jours de la guerre, avec l'Union européenne, nous avons donc pris des sanctions fortes. Là encore, Vladimir Poutine pensait diviser l'Europe. Elle a fait face et montré son unité et sa détermination face à la crise. Je dirais même plus, bien malgré lui, le président Poutine a renforcé l'Europe. Le premier paquet de sanctions a été adopté en moins de 24 heures. 7 paquets ont été adoptés jusqu'à présent et le 8e est en cours de négociation. Notre objectif est le même depuis le début. Rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie, frapper durement son économie pour l'empêcher de financer son offensive. Nous avons pris des sanctions massives et de tous les ordres. Des sanctions financières qui limitent les capacités de financement de l'État russe et des entreprises. Des sanctions bancaires comme l'exclusion de nombreuses banques russes du système SWIFT.
Des sanctions commerciales avec des restrictions à l'importation et à l'exportation, des sanctions contre la désinformation russe en empêchant la diffusion de la chaîne Russia Today et de l'agence Sputnik dans l'Union européenne, des sanctions politiques contre les dirigeants, les oligarques, les propagandistes. Avec le 8e paquet sur la table, ce sont près de 1300 personnes directement touchées par des gels d'avoirs ou des interdictions de voyage en Europe. Les Russes misaient sur notre peur et notre division. L'Union européenne a montré qu'elle était forte et savait réagir. L'Europe n'a pas reculé devant les décisions courageuses. Je pense notamment à l'embargo sur les importations de charbon, de pétrole brut et de produits raffinés russes. Et ces sanctions, n'en déplaise à ceux qui masquent leur fascination pour l'impérialisme russe par un prétendu patriotisme, elles fonctionnent. L'économie russe s'est considérablement rétractée, avec une chute de 6% de son PIB pour cette année. L'inflation russe a explosé et la Russie a perdu l'accès à des matériels de haute technologie nécessaires pour moderniser le pays et assurer sa croissance. Avec les prix élevés de l'énergie, Moscou tente pour l'instant de maintenir l'illusion. Mais les faits sont là. La propagande russe ne doit pas nous berner. L'économie russe est à l'asphyxie. Par son obstination, Vladimir Poutine hypothèque l'avenir de son pays. Il jette des millions de citoyens russes dans la pauvreté, car c'est son peuple le premier qui ressent l'effondrement de l'économie russe et pâtit de sa volonté guerrière. Les sanctions continueront tant que Poutine s'évertuera dans la spirale du conflit et de la confrontation. Abandonner les sanctions, ce serait abandonner l'Ukraine, ce serait renoncer à nos valeurs, ce serait nous soumettre à la Russie. La France, le patriotisme, ça n'est pas l'abandon, ça n'est pas le renoncement, ce n'est pas la soumission. Mesdames et messieurs les députés, la fourniture de matériel militaire et les sanctions sont les deux piliers de notre soutien à l'Ukraine dans sa riposte face à la Russie. Mais notre accompagnement ne s'arrête pas là. Nous aidons l'Ukraine par un soutien humanitaire. Plus de 200 millions d'euros ont été mobilisés et 2500 tonnes de matériel livré. Ce soutien se fait dans tous les domaines. Il se déploie sur place et dans les pays frontaliers. Il est coordonné avec nos partenaires, avec les ONG et les organisations internationales. Ce soutien continue en ce moment même et un 4e convoi humanitaire a quitté Marseille par bateau la semaine dernière. Nous sommes organisés aussi pour accueillir les réfugiés. Plus de 100 000 Ukrainiens ont été accueillis et près de 19 000 enfants ont été scolarisés. Cela s'est fait rapidement, efficacement, dignement. Cela s'est fait une fois de plus grâce à la réaction exemplaire de l'Europe. Dès le 3 mars, l'Union s'est accordée pour que les réfugiés ukrainiens puissent bénéficier de la protection temporaire, c'est-à-dire de l'accueil, de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à l'hébergement. C'était une première, c'est un acte décisif et plus de 4 millions d'Ukrainiens en bénéficient aujourd'hui en Europe. Je veux saluer ici toutes celles et ceux qui participent à l'élan de solidarité remarquable envers l'Ukraine depuis 7 mois. Je pense à nos ONG, à nos entreprises. Je veux rendre hommage aussi et remercier toutes les collectivités qui se mobilisent, organisent la solidarité et permettent l'accueil et la scolarisation des réfugiés ukrainiens. Leur engagement est précieux et déterminant. Je pense enfin à tous nos concitoyens qui se sont engagés. Nous devons les soutenir et je vous confirme la mise en place à partir de fin novembre d'une aide pour nos compatriotes qui accueillent des déplacés ukrainiens chez eux. Notre soutien à l'Ukraine est également diplomatique. L'Ukraine fait pleinement partie de la famille européenne. Lors du Conseil européen de juin, le statut de pays candidat à l'adhésion lui a été accordé à l'unanimité. Il s'agit d'une décision historique, mais que nous avons jugée indispensable dans le contexte de profonds changements géopolitiques qui affectent notre continent. Le chemin de l'adhésion est long, exigeant,
il n'y aura pas de procédure accélérée ou de critères au rabais. Ce ne serait dans l'intérêt de personne, ni de l'Union européenne, ni de l'Ukraine. Et cette dernière le sait. Mais je veux saluer ici l'action des autorités ukrainiennes qui ont entamé, malgré la période, la mise en œuvre des recommandations de la Commission. Sans préjudice de ce processus d'adhésion, la communauté politique européenne proposée par le président de la République tiendra sa première réunion ce jeudi à Prague. Elle permettra à ses membres, dont l'Ukraine, de renforcer leur ancrage européen et de bénéficier de coopérations concrètes dans le domaine des infrastructures, de la sécurité, de l'énergie ou bien encore en matière de mobilité. Enfin, soutenir l'Ukraine, c'est penser sa reconstruction. On évalue aujourd'hui à près de 350 milliards d'euros les besoins du pays pour sa reconstruction. C'est un défi colossal et un défi collectif. La France y prendra sa part. À court terme, nous nous sommes engagés à concentrer nos efforts sur la reconstruction de la région de Tchernihiv, dans le nord du pays. Nous suivons en cela le mécanisme de parrainage proposé par le président Zelensky. Les Européens sont engagés. Après la conférence de Lugano cet été, une conférence sur la reconstruction sera organisée le 25 octobre prochain en Allemagne. Pour notre part, je vous annonce que nous organiserons dans les prochains mois à Paris une conférence économique avec les autorités ukrainiennes pour mobiliser les entreprises françaises. Nous soutenons enfin les initiatives de la Commission européenne pour accompagner et organiser le financement de la reconstruction de l'Ukraine. Mesdames et messieurs les députés, nous le savons tous, les conséquences de la guerre dépassent largement les frontières de l'Ukraine. Aussi, depuis février, le gouvernement agit sans relâche pour limiter l'impact du conflit sur notre pays. Notre premier enjeu est énergétique. Avec la reprise post-Covid, les prix de l'énergie avaient considérablement augmenté avant même le début de la guerre. Le conflit et l'arrêt quasi total des livraisons de gaz russe vers l'Europe ont entraîné des tensions d'approvisionnement et une nouvelle hausse des prix. Et je veux ici rappeler les choses fermement. N'inversons pas les rôles. C'est la Russie qui a lancé cette guerre, c'est elle qui nous pousse à agir, c'est elle encore qui choisit de faire du gaz un objet de chantage. Ces derniers jours, des explosions ont été constatées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Tout indique qu'un acte de sabotage grave et irresponsable a été commis. Je ne tirerai pas de conclusion ici. Une enquête internationale indépendante doit être conduite et nous répondrons avec l'Union européenne de manière ferme et unie à cette attaque sur des infrastructures énergétiques européennes. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à affronter cet hiver. Nous avons anticipé cette situation en amont. Nous avons porté nos stocks de gaz au maximum, au niveau national comme européen. Nous avons augmenté les capacités d'importation de nos terminaux méthaniers. Nous avons diversifié notre approvisionnement. Cet été, le président de la République a annoncé un plan sobriété. Et si chacun prend sa part, nous traverserons les mois à venir sans risque de coupure. Nous y parviendrons aussi grâce à la solidarité européenne. Nous livrerons du gaz à nos partenaires qui nous livreront de l'électricité en retour. Arrêter la solidarité serait prendre le risque de manquer d'électricité. Une fois de plus, le simplisme et les propos d'estrade nous mènent dans l'impasse. Protéger les Français, c'est aussi limiter l'impact de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Très tôt, nous avons pris des mesures extrêmement fortes, les plus protectrices d'Europe. Le bouclier tarifaire a bloqué les prix du gaz et limité la hausse des prix de l'électricité. Sans cela, les prix auraient explosé comme en Belgique, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Il y a 2 semaines, j'ai annoncé le maintien du bouclier tarifaire à compter de début 2023. Les prix auraient dû être multipliés par plus de 2
Au lieu de ça, la hausse sera limitée à 15%. C'est une économie moyenne de 175 € par mois pour les Français qui se chauffent au gaz, de 160 € par mois pour ceux qui utilisent l'électricité. C'est une mesure efficace. Elle s'accompagne d'un chèque énergie exceptionnel de 100 ou 200 € pour 12 millions de foyers les plus modestes. C'est 40% des Français. Nous devons aussi protéger toutes les entreprises et les collectivités face à la hausse des prix, notamment ceux de l'électricité. Nous avançons au niveau européen pour traiter le problème à la racine. Lors du Conseil énergie de vendredi dernier, nous avons progressé vers la mise en œuvre d'un plafond du prix du gaz et vers l'extension à toute l'Europe du mécanisme ibérique qui a permis de ramener les prix de l'électricité à des niveaux 2 ou 3 fois plus faibles que dans le reste de l'Europe. En parallèle, nous travaillons pour protéger les entreprises et les collectivités face à la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement présentera prochainement des dispositions à cet effet. En complément, nous continuons à renforcer et simplifier l'aide mise en place pour les entreprises les plus en difficulté. Notre objectif est de limiter au maximum la baisse d'activité, voire les fermetures d'usines. Mais au-delà des réponses d'urgence, cette guerre nous montre la nécessité de conquérir rapidement notre souveraineté énergétique et de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Nous y parviendrons par une stratégie ambitieuse autour du nucléaire et du renouvelable. Nous aurons l'occasion d'en discuter plus longuement à l'occasion du débat sur notre politique énergétique que j'ai proposé de tenir devant le Parlement. Protéger, c'est aussi agir pour nos agriculteurs et notre alimentation. L'Ukraine et la Russie sont parmi les plus gros producteurs de céréales et d'oléagineux. La guerre a eu pour effet de rompre certaines chaînes de production et d'augmenter les prix des céréales et des engrais. Dès le mois de mars, des mesures ont été prises avec l'appui de l'Union européenne pour protéger les agriculteurs et les consommateurs. Une enveloppe de près de 500 millions d'euros d'aide a été débloquée. Des mesures spécifiques ont été prises au niveau européen comme au niveau français pour les secteurs les plus touchés. Je pense en particulier à l'élevage. Par ailleurs, une plus grande part des aides directes de la PAC seront versées en avance aux agriculteurs. Nous agissons également en français et en européen pour faciliter l'acheminement des exportations agricoles ukrainiennes. Avec l'aide de la Commission européenne, nous avons créé des corridors de solidarité, notamment via la Roumanie. Grâce à cette action, 14 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont pu être sorties du pays. Et contrairement aux affirmations mensongères de Moscou, parmi les céréales exportées vers l'Europe, 70% ont ensuite été envoyés vers l'Afrique ou vers l'Asie. Là encore, ce conflit nous montre l'importance de bâtir une souveraineté alimentaire française et européenne. Nous y œuvrerons notamment grâce aux investissements de France 2030 et à la future loi d'orientation et d'avenir pour l'agriculture. Cette guerre, enfin, fait planer une menace grave sur la sécurité alimentaire de nombreux pays en développement. Une crise alimentaire mondiale est possible. Aussi, le président de la République a été à l'origine de l'initiative internationale FARM, qui organise la solidarité vis-à-vis des pays les plus menacés. Mesdames et messieurs les députés, protéger les Français, c'est aussi tirer tous les enseignements stratégiques de cette crise. Ce conflit montre une fois de plus l'importance du multilatéralisme. Nous sommes forts quand nous avançons unis entre Européens, entre alliés, entre nations qui aspirent à la paix et à la sécurité internationale. Cette guerre a prouvé la nécessité de la souveraineté et de l'autonomie stratégique européenne. L'Union européenne s'est construite autour de l'idée de paix et de la défense de valeurs. L'état de droit, le pluralisme, les droits de l'homme. C'est ce modèle qui est attaqué par Vladimir Poutine. C'est ce modèle que nous devons être en mesure de défendre ensemble. Ces derniers mois, sous présidence française du Conseil européen, ont été l'occasion d'avancées historiques. La facilité européenne de paix a été utilisée pour aider directement un pays attaqué à se défendre. C'est une véritable révolution copernicienne pour l'Europe. Nous avons acté notre volonté de muscler les investissements européens en matière de défense avec l'adoption de la boussole stratégique en mars dernier.
Nous nous sommes engagés collectivement, lors du sommet de Versailles de mars, à lutter contre nos dépendances stratégiques, à commencer par l'énergie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus isolés quand nous parlons de souveraineté européenne. C'est désormais une ambition largement partagée dans l'Union. Ce conflit a marqué le réveil géopolitique de l'Europe. Nous savons désormais qu'il nous faut peser pour faire valoir nos valeurs et notre modèle. Enfin, la guerre justifie les choix que nous avons réalisés lors de la précédente loi de programmation militaire. Nous devons maintenir des capacités opérationnelles fortes, être prêts à agir dans tous les milieux et à faire face au retour de la guerre de haute intensité. C'est l'objet même de la revue nationale stratégique demandée par le président de la République et sur laquelle s'appuiera la prochaine loi de programmation militaire. Cette revue stratégique vous sera partagée mi-octobre et je souhaite que le Parlement soit associé aux travaux d'élaboration de la LPM. Mesdames et messieurs les députés, cette guerre dure, mais elle aura un lendemain. Dans ce monde, l'Ukraine sera debout et maîtresse de son territoire. La Russie aussi sera présente. Elle est et reste une puissance majeure. Elle sera toujours demain notre voisin. Nous ne pouvons pas l'ignorer. L'avenir s'écrira autour d'une table de négociation et non pas sur un champ de bataille. C'est pourquoi le président de la République a choisi de maintenir des échanges avec le président russe. Ces négociations devront se tenir en permettant à l'Ukraine de faire pleinement entendre sa voix. C'est pourquoi l'heure est au soutien de sa contre-offensive. Et nous appuierons l'Ukraine jusqu'à ce que ses dirigeants estiment le moment des négociations venu. Mesdames et messieurs les députés, ce débat ouvre la nouvelle session parlementaire. Cela s'imposait. Avec la guerre en Ukraine, beaucoup de nos certitudes ont été ébranlées. Beaucoup d'urgences se sont fait jour et beaucoup de transitions doivent être accélérées. Cette guerre nous a rappelé que la démocratie est fragile et qu'il ne fallait jamais cesser de la défendre. Elle nous a prouvé une fois de plus que l'unité et la solidarité européenne sont des armes puissantes pour peser dans les équilibres internationaux et protéger nos concitoyens. Elle a confirmé qu'il était urgent de reconquérir notre souveraineté énergétique, industrielle, alimentaire. Alors je vous le dis, nous ne faiblirons pas, ni face à l'agresseur russe, ni pour protéger les Français, ni pour préparer l'avenir de notre pays. La guerre en Ukraine va durer, mais nous sommes prêts. La résistance du peuple ukrainien nous oblige. Nous serons au rendez-vous, nous serons à la hauteur. Je vous remercie.